Bien, bonsoir à tous. Donc, vous l'aurez compris, hein, je ne suis pas youtubeuse et j'avoue j'étais un petit peu intimidée face aux performances précédentes. Alors, qu'est-ce que je fais là tout d'abord? Bon, vous l'aurez vu, hein, je suis une femme, fille de paysans bretons, handicapée. J'ai beaucoup aimé toujours l'histoire des minorités. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma thèse, ma directrice m'a dit bon, les juifs c'est fait, les lépreux c'est fait, il vous reste les femmes. Ok. Donc je travaille effectivement sur la place des femmes dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge, ce qui me vaut régulièrement des remarques. Ah bon, elles avaient une place, les femmes? Oui. En fait, une place qui était souvent bien meilleure que ce qu'elles auront par la suite. Et donc, juste pour introduire mon propos, en gros, l'idée c'est de montrer que les femmes, elles avaient une place très très importante. Il y a une sorte de bulle d'âge d'or dans les derniers siècles du Moyen-Âge, entre le 14e, 13e, 14e, 15e siècle, un moment où il y a un essor urbain, où les villes renaissent. Et c'est un essor à la fois démographique, économique, malgré la peste noire, qui va permettre aux femmes de trouver certaines libertés. Donc, je travaille sur le nord de la France, qui est un espace coutumier, c'est-à-dire avec une loi qui est orale, de tradition germanique, donc beaucoup plus égalitaire que dans le sud de l'Europe. Et effectivement, j'ai des femmes qui travaillent sur les chantiers des forteresses, des hommes qui se mettent en apprentissage sous la direction de leur femme, puisque la femme possède la moitié des biens de la maison. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, je m'intéresse à la question du genre, de l'histoire des femmes. Et la question de la vulgarisation est pour moi très importante, parce que parfois, quand on est dans la BNF, à passer la journée enfermée, après avoir mis 20 minutes pour descendre dans les enceintes de la BNF, vous levez la tête, vous regardez tout le monde, et vous dites mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? Donc voilà, c'est très important pour moi de venir ici, et mon mantra est d'expliquer des choses compliquées de manière simple, parce que tout le monde est capable de comprendre les choses lorsqu'elles sont bien expliquées. Pourquoi parler de Game of Thrones? Parce que je pense que, de fait, beaucoup de personnes ont actuellement une vision de l'histoire, et en particulier du Moyen-Âge, même si Game of Thrones n'est pas étiqueté comme une série parlant du Moyen-Âge, mais quand même s'en inspire très fortement, on va dire à 80% à peu près. Je pense qu'il est important, du coup, pour les universitaires, en complément des youtubeurs, des vulgarisateurs, parce qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie dans ça, mais chacun apporte son savoir spécifique. Il est important du coup de s'emparer de la question pour non pas juger l'œuvre, parce que je n'avais pas du tout de dire si Game of Thrones est une œuvre historique juste, c'est pas du tout la volonté des producteurs, mais montrer ce qui est de l'ordre de l'inspiration et du fantasme, plutôt dire du médiévalisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'ordre de la représentation qu'on se fait du Moyen-Âge, hérité notamment de tous les travaux qui ont eu lieu au 19e, début 20e siècle, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inspiration purement historique, qui parfois touche au Moyen-Âge, et parfois à d'autres périodes, à l'Antiquité ou à l'époque moderne. Donc tout ça s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle les Cultural Studies, qui nous viennent bien sûr des États-Unis, parce qu'il n'y a pas à dire, mais on a toujours un petit train de retard quand même en France lorsqu'il s'agit de sortir de nos catégories, de nos périodisations bien confortables. Et donc dans les Cultural Studies nous viennent des États-Unis. Il faut savoir quand même qu'à Berkeley, actuellement, il y a un cours de Dothraki. Excusez-moi pour la prononciation. Et merci. et également il me semble, Harvard, oui, il y a également un cours qui interroge donc, les liens de Game of Thrones et l'histoire de l'Occident, on va dire, entre le 5e et le 15e siècle. Les médias également s'en sont emparés, et particulièrement la question des femmes. Vous avez plusieurs numéros de Marie-Claire, du Figaro, c'est assez éclectique, de Elle, qui s'interrogent sur la place des femmes justement dans Game of Thrones, puisque c'est une question, vous l'avez forcément tous constaté, qui a pris beaucoup d'ampleur dans le débat public ces dernières années. Alors la première chose que j'ai remarqué lorsqu'on tape Woman, alors, je le fais en anglais parce que comme étant c'est une série anglaise, souvent il y a plus de résultats, et donc femme, Game of Thrones, article ou interprétation, la première chose qui vient c'est The Hottest Woman of Game of Thrones, donc les femmes les plus chaudes de Game of Thrones. Mais après c'est les Badass Women, les femmes les plus badass, les plus culottées, qui ont le plus de pouvoir dans Game of Thrones. Donc c'est quand même une question qui est au centre des interrogations sur la série, et surtout il y a eu en fait un basculement dans la vision, en tout cas dans la manière d'interpréter les femmes dans la série. Donc je pense avoir ici un public qui
connaît globalement l'œuvre de Martin. Enfin, ouais, c'est vrai que la série est adaptée donc, de plusieurs livres de George R.R. Martin, The Song of Ice and Fire. Alors les 5 premières saisons suivent les romans de Martin. Il faut savoir que la saison 6 et 7, Martin n'étant pas arrivé jusque-là dans son écriture, elle écrit les romans depuis 1996. Maintenant, ce sont, si je dis pas de bêtises, c'est HBO, peut-être me reprendre si pas. En tout cas, ce sont les producteurs américains qui ont des scénaristes qui prolongent la série. Je pense que c'est assez important de le comprendre. Ça peut expliquer aussi, du coup, cette transition qu'il y a eu du point de vue de l'histoire des femmes depuis les 2 dernières saisons. C'est-à-dire une volonté probablement de la part des producteurs de suivre peut-être des débats, des interrogations qu'il y avait, on va dire, dans la société. Pour faire simple, on a 4-5 premières saisons assez violentes et pas très tendres envers les femmes. Très clairement, on est dans cette représentation très sexuée de la femme, avec des violences à outrance contre les femmes, qui ressort vraiment d'une vision, d'un fantasme qu'on a du Moyen-Âge. Alors, Martin s'en est défendu dans des interviews en disant oui, mais le viol est une réalité de la guerre, et la guerre notamment au Moyen-Âge, c'est vrai. On remarque qu'il y a plus de viols, plus de violence à l'encontre des femmes pendant les périodes de guerre, notamment la guerre de 100 ans. Pour étudier cette période, on voit des accusations dans les procès, des choses qui ressortent. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout d'abord, cette violence, elle ne s'applique pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas violer impunément toute femme. C'est triste à dire, c'est malheureusement encore en partie vrai aujourd'hui, mais on peut violer une prostituée, on peut violer une femme de petite vertu, de mauvaise renommée, on ne viole pas facilement une princesse. Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle la fama au Moyen-Âge, c'est-à-dire que le viol peut quand même être dénoncé, même au Moyen-Âge, et il peut être dénoncé si bien sûr la femme est mariée, si elle a un certain statut qui n'entache pas sa pudeur. Donc là, c'est la première faiblesse, entre guillemets, même si je devrais m'interdire d'utiliser le terme, parce qu'il s'agit bien sûr de ne pas juger la série, qui n'a pas, là encore je le répète, mais c'est très important, pour but de porter un message totalement historique, mais de fait, on peut pas violer tout le monde, en tout cas pas impunément. Et il y a des viols qui peuvent amener des remontrances, déclencher des guerres, ça ne se passe pas très simplement. Par ailleurs, il y a une sexualisation de la violence qui pose un peu problème quand même dans Martin. Même sans rentrer dans le détail, il y a des pratiques sexuelles, parce qu'il faut savoir que les pratiques sexuelles du Moyen-Âge sont très traditionnelles. Déjà, on estime qu'il n'y a pas de sexualité au Moyen-Âge. Alors j'entrerai dans des débats qui sont plutôt philosophiques, mais c'est notamment Michel Foucault qui a écrit une histoire de la sexualité, qui explique qu'il n'y a pas de sexualité au Moyen-Âge, au sens où il n'y a pas de réflexion sur des pratiques sexuelles, sur ce qu'on pourrait faire au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le sexe, c'est quoi? C'est le sexe dans le mariage, pas trop souvent, et surtout pas avec trop de désir. En gros, le sexe, c'est nul, ça vous détourne de la prière, du salut. On ne peut pas totalement l'interdire, puis bon, il faut bien que les humains se reproduisent. Donc, en gros, on le fait une fois de temps en temps, pas trop souvent, et si on en veut plus, il y a quoi? Les prostituées. Ils sont vraiment considérées comme un mal nécessaire au Moyen-Âge, avec qui on ne fait pas des choses hyper folichonnes non plus. Le Kama Sutra, tout ça, vous ne connaissez pas encore. Mais disons que ça permet une sexualité plus libérée, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du mariage. Donc tout ce qu'on a pu être représenté dans Game of Thrones, avec notamment Joffrey, Sansa, tout ce genre de choses, là on est vraiment dans l'ordre du fantasme, de l'idée d'un Moyen-Âge ou de déchaînement de violence et où on peut faire tout et n'importe quoi. Les choses elles vont progressivement changer à partir de la saison 6 et surtout 7. Alors on pourrait penser justement que c'est dû en partie au fait qu'on arrête de suivre en fait les romans de Martin et ce sont les producteurs qui reprennent le relais et ont peut-être rattaché ce virage féministe entre guillemets au fait que les producteurs aient voulu en fait s'ancrer dans des débats. Bon, Weinstein n'était pas encore sorti, mais ça fait quand même, on le sait, 4-5 ans que ces questions sont plus sur le devant de l'actualité. Alors il y a même des gens qui ont fait des statistiques. Si vous allez sur data.com.Game of Thrones, vous verrez qu'on a calculé le nombre de prises de parole des femmes dans Game of Thrones lors de la saison 7. Alors mesdames, je vous l'annonce, 65% de prises de parole pour les femmes dans Game of Thrones.
On peut être fier. C'est quand même assez rare au cinéma. Bon, par contre, petit bémol, 38% des personnages. Bon, après, on est quand même dans un monde de guerriers, j'y reviendrai, mais qui est un monde essentiellement masculin. Donc ce virage va mettre en avant eh bien, plusieurs personnages. Là encore, si vous cherchez sur Internet, c'est quelque chose qui a été très manifeste, qui a été applaudi par pas mal de médias. Alors là, ça devient plus intéressant en tant qu'historienne, parce que c'est les femmes qui sont représentées dans Game of Thrones depuis ces deux dernières, enfin, disons celles qui arrivent sur devant la scène depuis ces 2-3 dernières saisons, s'inscrivent dans des canons de statut de la femme au Moyen-Âge. Bon, la femme au Moyen-Âge, elle a 3 statuts. Elle est vierge, mariée ou veuve. C'est une analyse qu'on pourrait apporter, mais moi je préfère une autre analyse qui est la femme de pouvoir, la femme guérisseuse, avec sa limite, qui est la limite de la sorcière. C'est vrai que guérisseuse, c'est un personnage un peu troublant, qui a un peu à deux côtés, le côté blanc, le côté noir. Et il y a la femme au cœur d'homme, la chevaleresque. Alors pour commencer avec les femmes de pouvoir, bon, bien sûr on a tous en tête Cersei et notamment Daenerys. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces femmes, à mon sens, s'inspirent de personnages historiques. Alors Martin s'est quand même beaucoup informé, il faut savoir qu'il tire sa saga à la base des rois maudits. Pardon, il est très inspiré par les rois maudits, dont vous avez entendu parler, qui est à la base une saga de Maurice Druon, qui a été adaptée par la suite au cinéma avec Jeanne Moreau, si je ne m'abuse. Il est surtout passionné par les Tudors et donc par l'histoire de l'Angleterre. Alors là encore, bon, c'est un peu compliqué, vous êtes très nombreux, mais on peut en parler après. Ce sont des suggestions, mais j'ai essayé de me poser cette question, de savoir est-ce que ces personnages étaient inspirés de personnages réels. Alors si on commence par Cersei, très clairement, pour moi, elle rappelle des personnages de ce qu'on appelle la Fête mérovingienne. Game of Thrones, il faut savoir qu'il y a même toute une partie qui fait écho à cette période de guerre entre les petits-fils de Clovis. Donc on est aux environs du 7e siècle, à peu près. Ils se font la guerre, il y a notamment 2 femmes qui vont rester célèbres dans cet épisode, c'est Frédégonde et Brunehaut. Alors Brunehaut, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il est souvent représenté à cause de son supplice. Brunehaut, elle a réussi à garder le pouvoir, déjà elle exerce la régence, le pouvoir pour son mari, pour son fils, pour ses petits-fils, pour ses arrière-petits-fils, et elle tente même pour ses arrière-arrière-petits-fils. Bon, là, on met un stop. Et elle finit écartelée par un cheval, enfin écartelée sur une roue, tirée par un cheval, les cheveux brûlés, par Clotaire II vers 612, si mes souvenirs sont bons. C'est quelque chose qui a été très populaire, qui a été très représenté, notamment dans les miniatures au XVe siècle. Donc c'est vraiment la figure de la femme de pouvoir, mais qui transcende son genre. C'est-à-dire c'est la virago, la femme à la fois d'une grande beauté, mais qui n'a plus aucune qualité, enfin, dont la douceur, qui a refoulé ses émotions, qui n'est pas une femme douce, qui est une femme vraiment qui renonce à ses qualités de femme pour exercer le pouvoir. Daenerys, pour moi, c'est plutôt inspiré à l'autre extrême, on va dire, du Moyen-Âge, de la reine Élisabeth. C'est la reine Élisabeth d'Angleterre, qui est la reine vierge. Alors vous me direz, Daenerys n'est pas vierge, certes. Élisabeth non plus, je vous rassure. Dudley et tout, ils sont passés par là. Mais elle ne se marie pas, à l'exemple de Daenerys. Elle n'a pas d'enfant. Il y a les dragons, mais ce ne sont pas des êtres humains. Et surtout, il y a la blancheur de la peau. Alors pour ceux qui n'ont pas d'image de la reine Élisabeth, j'en ai vous diffuser, mais peut-être que vous avez entendu parler des films qui ont été adaptés avec Kate Blanchett notamment. C'est une femme qui a la blancheur extrême de la peau, qui était rehaussée par ses cheveux roux. Et je trouve que dans les cheveux blancs de Daenerys, on sait en plus que l'actrice n'est pas naturellement blonde. Il y a cette tentative donc, d'un physique très particulier qui a beaucoup marqué les contemporains d'Élisabeth Ier, qu'on peut retrouver finalement chez Daenerys. Là encore, ce sont des propositions qui n'ont pas valeur absolue, et je suis preneuse de toute suggestion, mais c'est des pistes en tout cas que je lance. Pour la femme guérisseuse, bon là c'est un grand...
on va dire, la palissade, c'est assez classique. Bon, il y a les deux extrêmes, c'est l'extrême, on va dire, en bien, la guérisseuse, c'est la femme de robe, qui meurt dans les noces pourpres. Et à l'autre extrême, c'est Miss Sunday, hein, la sorcière qui tue la petite fille. Bon, pardon pour les spoilers, mais on va dire qu'on fait fi de tout ça. La figure de la guérisseuse, c'est quelque chose de très médiéval, de la femme qui se rapporte au côté très maternel de la femme, aux soins. Bon, je ne développe pas parce que ce soit de la légende arthurienne, à la chasse aux sorcières, voilà, c'est quelque chose qui est lié finalement aux mythologies ancestrales sur l'histoire des femmes. C'est les deux pendants toujours de à la fois Ève et Lilith, de Pandore, de cette femme qui est à la fois la femme reproductrice, qui ne sait pas faire le mal, qui est la femme faible, du côté de la faiblesse, et en même temps quelqu'un qui est dominé par ses passions. Il y a vraiment une ambiguïté fondamentale dans la manière de penser la femme dans la chrétienté. C'est à la fois la femme faible qui selon Galien, sur la théorie des humeurs, c'est la femme qui est molle, qui ne peut pas prendre de décision, qui est docile, et en même temps c'est l'être qui est dominé par ses passions, alors que l'homme est l'homme dominé par la raison. D'ailleurs, vous remarquerez que virilité, qui désigne donc la force, est construite sur la même base latine que vis, qui a donné vis, l'homme. Donc étymologiquement, la force n'est forcément que masculine. Mais bizarrement, qu'est-ce qui mène tout le monde au péché et à la faute originelle? C'est les femmes. Donc il y a comme une contradiction interne qui se retrouve dans ce double visage de la femme à la fois guérisseuse et sorcière. L'autre personnage, l'autre figure très importante de Game of Thrones, c'est la femme au cœur d'homme. C'est Brienne, évidemment, notamment la chevaleresse. Aussi Arya, dans une mesure un peu plus différente. Alors les chevaleresses, elles ont vraiment existé. Il y a Jeanne d'Arc, bien sûr, dont tout le monde a entendu parler, mais ce n'est pas le seul exemple. Un versant un peu postérieur de Jeanne d'Arc, c'est Jeanne la Huchette, qui a défendu notamment la Picardie, à Beauvais, contre Charles le Téméraire. Hein, donc c'est la fin de la guerre de 100 ans, lorsque les Bourguignons doivent rendre les villes de la Somme. Donc elle a notamment défendu, c'est une paysanne très proche de Jeanne d'Arc. On a d'autres exemples également, plutôt dans l'aristocratie. C'est notamment Agnès d'Écosse, qui défend le château de Dunbar, alors que son mari donc, se bat contre les Anglais. Vous avez également, si je ne me trompe pas, c'est Jeanne de Montfort, lors de la guerre de succession de Bretagne. Je sais qu'il y a des revenants dans la salle, je le suis aussi. Si jamais je dis des erreurs, je m'en excuse. Mais voilà, Jeanne d'Écosse qui défend son château. Donc il y a plusieurs exemples de femmes chevaleresses. Alors c'est des exemples à la fois atypiques et en même temps, comment dire, la question de je vous parlais de la virilité il y a 2 minutes. La virilité est associée à la force, étymologiquement donc, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, mais la virilité au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, n'est pas forcément rattachée à la force. C'est-à-dire que la question de la force est plutôt rattachée à l'âge. On accepte qu'une veuve ou qu'une femme qui n'est pas née dans un milieu noble, qui par exemple n'a pas été élevée par sa mère ou qui a un travail compliqué, on peut accepter que certaines femmes qui transgressent leur statut parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles sont d'autres milieux, parce que la vie a fait qu'elles exercent une certaine forme de force physique. Vous savez, il y a des femmes sur les remparts, donc ces femmes appartiennent toujours à des catégories un peu particulières, mais ce n'est pas forcément antonymique. En histoire, c'est ce qu'on appelle les régimes de genre. C'est-à-dire que le genre, la séparation homme-femme et les qualités qu'on attribue aux hommes et aux femmes sont fluctuantes. Elles se rattachent à 2 grands pôles, mais ça fluctue selon les âges, selon les périodes, selon les représentations. Donc la femme chevaleresse n'est pas un personnage tout à fait exceptionnel, c'est un personnage qui n'est pas courant, mais qu'on connaît au Moyen-Âge. Vous allez me dire, oui, mais il y a la loi salique. Oui, mais la loi salique, c'est d'arriver au pouvoir. Tant que vous ne demandez pas le pouvoir et vous voulez juste combattre, bon, ça passe. Pas demander le pouvoir, mais ça peut passer. Et enfin, dernière figure, c'est la prostituée. Et oui, quand même, la prostituée, c'est un personnage très important, j'ai déjà évoqué tout à l'heure au Moyen-Âge, et quand même très très présent dans Game of Thrones, hein, ne serait-ce qu'au travers de la petite amie Shae, je vais écorcher son prénom, mais... Shae, voilà. Voilà. Donc la prostituée, c'est... on estime, par exemple, dans une ville comme Cambrai, au XVe siècle, qui a 10 000 habitants, qu'il y a environ 400 prostituées, soit une prostituée pour 9 hommes. Voilà.
Ça vous donne une petite idée. Le public à l'époque est quand même en grande partie ecclésiastique. Et oui, on a des relevés des clients, des études. Et aussi peut s'expliquer par l'âge tardif au mariage. Puisqu'au Moyen-Âge, on se marie en moyenne, en tout cas au nord de l'Europe, mon espace sur lequel je travaille, les hommes se marient en moyenne entre 27 et 28 ans, et les femmes entre 24 et 25 ans. Donc il faut comprendre qu'entre la fin de l'adolescence, parce qu'on devient majeur à 12 et 14 ans, et l'âge au mariage, il se passe quand même un certain temps, un peu long. Et donc les prostituées, alors je le disais, en fait, ça n'a pas tellement à expérimenter des choses totalement nouvelles, mais plutôt à permettre donc de canaliser, je suis désolée messieurs, mais à canaliser cette pulsion inhérente bien sûr au genre masculin et donc à protéger les bonnes et prudes femmes de la ville. En gros, on sacrifie une partie de la population pour sauver l'autre. Mais la prostituée est encouragée par les villes, c'est-à-dire que alors il faut savoir par exemple les prostituées dans le nord de la France donc sont notamment autorisées. Moi par exemple je travaille sur Amiens, lorsque l'Hôtel-Dieu, les sœurs et les frères d'Hôtel-Dieu se plaignent parce que les prostituées passent devant chez eux et créent tout un tas d'ennuis, on leur dit oui, enfin bon, elles font leur métier comme tout le monde après tout, je veux dire, c'est ce qu'on appelle la fiscalité publique. De même que lorsqu'il y a un feu dans la ville, comme il n'y a pas de corps de pompiers à l'époque, ça apparaît, les premiers pompiers sont connus vers 1449 à Saint-Étienne, et bien en fait on demande aux prostituées de faire la queue leu, de prendre des seaux d'eau et d'aller éteindre les feux de la ville. Et bien sûr, on les récompense après en canne de vin, c'est-à-dire en tonneau de vin. Et généralement, quelques mois après, vous avez une ordonnance disant que les prostituées sont quand même totalement dévergondées et qu'on ne sait pas quoi en faire. Bref, tout ça pour dire que la prostitution, c'est une réalité très importante dans la société médiévale, que c'est un nombre important de femmes qui sont... Alors, il y a une différence qui serait à faire entre le sud et le nord de la France, qu'au sud, les maisons closes apparaissent dès le XIVe siècle. C'est l'image d'ailleurs qu'on en a dans Game of Thrones, hein. Ce sont des maisons closes qui apparaissent. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout au nord de l'Europe. Au nord de l'Europe, elles sont dans la rue. D'ailleurs, elles sont souvent propriétaires de leur propre chambre. C'est souvent c'est un bon gagne-pain, en fait, la prostitution. Elles gagnent pas mal, assez bien leur vie. Justement, celui de Mère Macrel, hein, dont le neveu passe à peu près 8 ans à liquider toutes les maisons qu'elle avait achetées à Amiens. Et donc, les maisons closes apparaissent au nord de la France, donc dans toute cette région très urbanisée, seulement à la fin du XVIe au cours du XVIIe siècle. Donc, pour conclure, je dirais juste que dans Game of Thrones, il faut comprendre qu'il y a une grande part d'inspiration du Moyen-Âge, de toutes ces fêtes, c'est-à-dire de toutes ces guerres civiles qui ont parcouru le Moyen-Âge. On a mis quelques saisons avant de dépasser l'imaginaire de la femme totalement voilà, dominée par l'homme, centrée sur l'espace privé. On est en train justement de montrer, alors, peut-être de manière exagérée, là encore c'est pas une question de jugement, mais effectivement on remarque quand même que c'est la dernière saison, c'est quand même les femmes qui ont le pouvoir. Je vais pas vous dire que le Moyen-Âge c'était pas patriarcal, que les femmes avaient tous les pouvoirs, non. Mais de fait il fait la part belle à certains rôles féminins qui ont notamment été longtemps élucidés. Et en fait il faut pas oublier qu'il y a quand même une grande part d'inspiration des autres siècles, notamment dans les paysages. Là je fais un petit aparté, c'est pour les pistes de lecture que je vous suggère concernant cette série. L'imaginaire, le paysage urbain est beaucoup plus inspiré de l'Antiquité à mon sens et du haut Moyen-Âge que du bas Moyen-Âge. Pardon, haut Moyen-Âge c'est 5e, 10e, bas Moyen-Âge c'est 10e, 15e. Donc beaucoup plus inspiré du très haut, très ancien Moyen-Âge que du plus récent. Et de même pour les costumes, très important, là encore on est soit dans l'Antiquité, soit dans la Renaissance, voire le début de l'époque moderne. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est une série totalement médiévale, mais qui s'en inspire, je pense, pour les rapports de genre. J'aurais pu parler également de la politique matrimoniale, c'est quelque chose dans lequel ils sont très fidèles, c'est l'échange des femmes, parce que les femmes, quand même, elles servent avant tout à quoi dans les milieux, du milieu favorisé, c'est on échange une femme pour annexer un territoire. Ça, c'est très bien représenté dans la série. Les rapports de genre, les rapports guerriers sont très bien représentés. Après, dans tout ce qui est question plutôt, je dirais, d'apparat, de paysage, de décor, là, il y a des emprunts très larges aux autres périodes. Voilà, c'est un peu parti dans tous les sens, mais j'espère que c'était quand même assez clair et je suis preneuse de toute suggestion et lecture sur la série. Merci.